Le Québec est le résultat de plusieurs siècles d'exploration, de commerce, de guerre et de colonisation par les Français, qui ont commencé à s'intéresser à l'Amérique du Nord au XVIe siècle, à la recherche de richesses et de nouvelles routes vers l'Asie. Le premier explorateur français à avoir parcouru le fleuve Saint-Laurent et à avoir revendiqué le territoire pour la France est Jacques Cartier en 1534. Il sera suivi par d'autres navigateurs comme Samuel de Champlain, qui fondera la ville de Québec en 1608, considéré comme le berceau de la Nouvelle-France, la première colonie française en Amérique du Nord. La Nouvelle-France s'étendra progressivement sur un vaste territoire, couvrant une grande partie du Canada actuel et des États-Unis. Elle reposera principalement sur la traite des fourrures, qui impliquera des relations complexes avec les peuples autochtones, tantôt alliés, tantôt ennemis. Elle sera aussi confrontée à la rivalité avec les autres puissances coloniales européennes, notamment la Grande-Bretagne, qui finira par s'emparer de la colonie en 1760, après la bataille des plaines d'Abraham. Malgré la conquête britannique, les Canadiens français, majoritaires au Québec, réussiront à conserver leur langue, leur religion et leurs droits civils, participant à la Confédération canadienne en 1867, qui donnera naissance à la province de Québec actuelle. L'histoire du Québec est donc une histoire riche et mouvementée qui a façonné l'identité et la culture d'un peuple francophone en Amérique du Nord. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les principaux événements et les personnages marquants de cette histoire, ainsi que les défis, les opportunités, mais également les malheurs qu'elle a engendrés. Bon visionnage. En ce début du XVIe siècle, l'Europe est en pleine effervescence. Les grandes découvertes maritimes ouvrent de nouvelles perspectives et attisent les convoitises des puissances européennes. C'est dans ce contexte que François Ier, roi de France, décide de financer une expédition vers les terres inconnues de l'Ouest. Il confie cette mission à un navigateur expérimenté, Jacques Cartier, originaire de Saint-Malo. En 1534, Cartier quitte donc Saint-Malo avec 2 navires et une soixantaine d'hommes. Son objectif est clair, trouver un passage vers l'Asie et découvrir de nouvelles richesses. Après plusieurs semaines de navigation, il atteint les côtes de Terre-Neuve, puis explore le golfe du Saint-Laurent. C'est lors de ce premier voyage qu'il rencontre les peuples autochtones, notamment les Iroquois de Stadacone, l'actuel Québec, et de Hochelaga, l'actuel Montréal. Ces rencontres sont marquées par des échanges de biens et des tentatives de communication malgré les barrières linguistiques. Cartier retourne en France avec des récits fascinants et 2 jeunes Iroquois, Tagnoani et Domagaya, qu'il présente à la cour. Enthousiasmé par ces découvertes, François Ier finance une seconde expédition en 1535. Cette fois-ci, Cartier dispose de 3 navires et de plus de 100 hommes. Il remonte le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Stadacone, où il établit un campement pour l'hiver. Les conditions sont rudes et les relations avec les autochtones se tendent. Malgré cela, Cartier poursuit son exploration et atteint Hochelaga, où il est impressionné par la taille et la prospérité du village. L'hiver 1535-1536 est particulièrement difficile. Le scorbut décime l'équipage et Cartier doit compter sur l'aide des autochtones pour survivre. Au printemps, il décide de rentrer en France, emportant avec lui des informations précieuses sur ces nouvelles terres. Cependant, il ne trouve pas les richesses espérées et son retour est accueilli avec une certaine déception. Malgré ces difficultés, Cartier entreprend un 3e voyage en 1541, cette fois sous les ordres de Jean-François de La Roque de Roberval, nommé lieutenant général de la Nouvelle-France. L'objectif est désormais clair, établir une colonie permanente. Cartier fonde Charlesbourg-Royal, près de Stadacone, mais les conditions sont extrêmement dures. Les colons souffrent de maladies, de la faim, ainsi que des attaques des autochtones. Découragé, Cartier décide de rentrer en France en 1542, laissant Roberval poursuivre l'aventure. Les voyages de Jacques Cartier, bien que marqués par des échecs et des difficultés, posent les bases de la future colonisation de la Nouvelle-France. Ils permettent de cartographier le fleuve Saint-Laurent et de nouer les premiers contacts avec les peuples autochtones. Ces explorations ouvrent la voie à d'autres expéditions et à l'établissement de colonies permanentes qui joueront un rôle crucial dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Ainsi, Jacques Cartier, malgré les obstacles, reste une figure emblématique de l'histoire de la Nouvelle-France. Ces voyages témoignent de la détermination et du courage des explorateurs de son époque, prêts à braver l'inconnu pour élargir les horizons de leur royaume.
Au tournant du XVIIe siècle, l'Europe est en pleine effervescence. Les grandes puissances maritimes se disputent les nouvelles terres découvertes au-delà de l'Atlantique. C'est dans ce contexte que Samuel de Champlain, un explorateur et cartographe français, se lance dans une série de voyages qui marqueront à jamais l'histoire de la Nouvelle-France. Né en 1574, à Brouage, en Saintonge, Champlain est un homme de son temps, avide de découvertes et de nouvelles aventures. En 1603, il embarque pour son premier voyage vers le Nouveau Monde, accompagné de François Gravé-Dupont. Leur mission est d'explorer le fleuve Saint-Laurent et de cartographier ces terres encore largement inconnues des Européens. Champlain est fasciné par les paysages grandioses et les vastes étendues sauvages qu'il découvre. Il rencontre également les peuples autochtones, notamment les Montagnais, les Algonquins et les Hurons, avec lesquels il noue des relations d'amitié et de commerce. De retour en France, Champlain publie un récit de son voyage, accompagné de cartes détaillées. Son travail suscite l'intérêt de Pierre Dugas-de-Mont, qui obtient du roi Henri IV le monopole du commerce des fourrures en Nouvelle-France. En 1604, Champlain repart pour le Nouveau Monde, cette fois en tant que géographe officiel de l'expédition. Ils établissent une première colonie à l'île Sainte-Croix, puis à Port-Royal en Acadie. Cependant, les conditions de vie sont rudes et les colons doivent faire face à des hivers rigoureux et à des pénuries alimentaires. En 1608, Champlain fonde la ville de Québec, qui deviendra le cœur de la Nouvelle-France. Il choisit un emplacement stratégique sur un promontoire surplombant le fleuve Saint-Laurent, idéal pour le commerce et la défense. La fondation de Québec marque le début d'une présence française durable en Amérique du Nord. Champlain s'emploie à développer la colonie, à établir des relations pacifiques avec les autochtones et à explorer l'intérieur des terres. Au cours de ses nombreux voyages, Champlain explore les Grands Lacs et atteint même les rives du lac Huron. Il participe également à des expéditions militaires aux côtés de ses alliés autochtones, comme les Iroquois, ennemis traditionnels des Hurons et des Algonquins. Ces alliances sont cruciales pour la survie de la colonie, car elles permettent aux Français de bénéficier du soutien et des connaissances des autochtones. Champlain est également un visionnaire. Il rêve de créer une société nouvelle en Nouvelle-France, où Français et autochtones vivraient en harmonie. Il encourage les mariages mixtes et tente de convertir les autochtones au christianisme. Cependant, ces projets se heurtent souvent aux réalités du terrain et aux rivalités entre les différentes nations autochtones. En 1629, Québec est capturé par les Anglais et Champlain est fait prisonnier. Il est libéré en 1632, lorsque la colonie est restituée à la France par le traité de Saint-Germain-en-Laye. Champlain retourne à Québec et reprend ses fonctions de gouverneur. Il continue à œuvrer pour le développement de la colonie jusqu'à sa mort en 1635. Les voyages de Samuel de Champlain ont jeté les bases de la Nouvelle-France. Grâce à son courage, sa détermination et sa vision, il a ouvert la voie à la colonisation française en Amérique du Nord. Son héritage perdure à travers les villes qu'il a fondées, les cartes qu'il a dessinées et les récits qu'il a laissés. Champlain reste une figure emblématique de l'histoire de la Nouvelle-France, un pionnier dont les exploits continuent de fasciner et d'inspirer. La société et l'économie de la Nouvelle-France étaient basées sur des activités importantes comme celle de la traite des fourrures ou bien de l'agriculture. La traite des fourrures était le commerce des peaux d'animaux, principalement le castor, entre les Français et les Amérindiens. Les Français fournissaient aux Amérindiens des biens manufacturés comme des armes à feu, des couteaux, des couvertures, des perles et de l'alcool en échange des peaux qu'ils préparaient et séchaient. Les peaux étaient ensuite envoyées en France où elles étaient utilisées pour fabriquer des chapeaux, des manteaux et d'autres vêtements. La traite des fourrures était donc la principale source de revenus pour la Nouvelle-France, mais aussi un moyen d'établir des relations diplomatiques et commerciales avec les Amérindiens. Les Français s'allièrent avec les Hurons, les Algonquins et les Montagnais, qui leur fournissaient des peaux et les guidaient dans l'exploration du territoire. Les Français entrèrent en conflit avec les Iroquois, qui étaient alliés avec les Anglais et qui cherchaient à contrôler le commerce des fourrures. La traite des fourrures eut aussi des conséquences écologiques et sociales. Elle entraîna en effet la surexploitation des animaux à fourrure, qui devinrent rares et chers. Elle favorisa aussi la propagation des maladies européennes, comme la variole, qui décimèrent les populations amérindiennes. Elle modifia également les modes de vie et les cultures des Amérindiens, qui devinrent dépendants des biens européens et adoptèrent certains aspects du christianisme. L'agriculture était l'autre activité économique importante de la Nouvelle-France. Elle visait à assurer l'autosuffisance alimentaire des colons et à produire des surplus pour le commerce.
Les principaux produits agricoles étaient le blé, le maïs, le seigle, l'orge, le pois, le tabac, le chanvre ou bien le lin. Les colons élevaient aussi des animaux domestiques comme des vaches, des porcs, des moutons ou bien des poules. L'agriculture était pratiquée sur des terres concédées par le roi de France ou par la compagnie des 100 associés qui détenaient le monopole du commerce des fourrures. Les terres étaient divisées en longues et étroites bandes appelées seigneuries qui étaient justement accordées à des seigneurs. Ces seigneurs devaient fidélité et obéissance au roi, ainsi qu'une partie des revenus tirés de leurs terres. Les seigneurs louaient leurs terres à des paysans appelés censitaires ou habitants qui devaient payer un loyer annuel appelé cens et rente, ainsi que des redevances appelées droits seigneuriaux pour l'utilisation des moulins, des fours et des routes. Les censitaires devaient aussi fournir des corvées, c'est-à-dire des travaux gratuits aux seigneurs. L'agriculture était difficile en Nouvelle-France en raison du climat rigoureux, des sols pauvres, des insectes nuisibles, des maladies des plantes et des animaux, ainsi que des attaques des Iroquois. Les colonies devaient travailler dur pour défricher les terres, semer, récolter, battre le grain, conserver les aliments et construire des habitations. Ils devaient aussi se défendre contre les ennemis en participant aux milices ou en se réfugiant dans les forts. À signaler que la population de la Nouvelle-France était faible et inégale comparée à celle des colonies anglaises. En 1760, à la veille de la conquête britannique, la Nouvelle-France comptait environ 70 000 habitants, dont 55 000 au Canada, 10 000 en Louisiane et 5 000 en Acadie. Les colonies anglaises, quant à elles, avaient plus de 2 millions d'habitants. La population de la Nouvelle-France était composée principalement de Français, mais aussi d'Amérindiens, de Métis, d'esclaves noirs et de prisonniers de guerre. La culture de la Nouvelle-France était influencée par la France, mais aussi par les conditions de vie en Amérique. Les colons conservaient leur langue, leur religion, leurs droits et leurs traditions françaises, mais ils développaient aussi des caractéristiques propres à leur milieu. Ils adoptaient des vêtements, des outils, des aliments, ainsi que des mots amérindiens. Ils créaient des chansons, des contes, des légendes et des proverbes inspirés de leur expérience, formant ainsi une société distincte qui justement se distinguait de la métropole et des colonies voisines. Les relations entre les peuples autochtones et les colons français à l'époque de la Nouvelle-France ont été marquées par des échanges commerciaux, culturels et militaires, mais aussi par des tensions et des conflits. Les premiers contacts entre les Français et les autochtones remontent au début du XVIe siècle, lorsque les pêcheurs et les explorateurs français arrivent sur les côtes de l'Atlantique et du Saint-Laurent. Ils rencontrent principalement des peuples algonquiens, comme les Micmacs, les Malécites, les Abénaquis, les Inuits et les Algonquins, ainsi que des peuples iroquoiens comme les Hurons, les Iroquois et les Wendat. Les relations entre les Français et les autochtones sont d'abord fondées sur le commerce des fourrures qui permet aux deux parties de s'échanger des biens utiles et précieux. Les Français fournissent aux autochtones des objets métalliques, des armes à feu, des tissus, des aliments et des boissons, tandis que les autochtones leur procurent des peaux et des fourrures de castor, d'orignal, de loup et d'autres animaux. Ce commerce crée des liens d'amitié et de confiance entre les Français et certains peuples autochtones qui leur servent de guides, d'interprètes et de fournisseurs. Les relations entre les Français et les autochtones sont aussi marquées par la curiosité et le respect mutuel. Les Français s'intéressent aux coutumes, aux langues et aux croyances des autochtones qu'ils tentent de comprendre et de documenter. Ils sont impressionnés par leur adaptation à l'environnement, leur connaissance de la nature, leur habileté à la chasse et à la pêche et leur sens de l'hospitalité. De leur côté, les autochtones s'intéressent aux objets, aux techniques et aux savoirs des Français qu'ils tentent d'acquérir et d'utiliser. En ce sens, ils sont attirés par leur richesse, leur puissance, leur culture, mais également leur religion. Les alliances entre les Français et les autochtones se renforcent au cours du XVIIe siècle, lorsque les Français commencent à s'installer de façon permanente sur le territoire. Ils fondent des villes comme Québec et Montréal, des forts comme Richelieu et Frontenac, et des colonies comme l'Acadie et la Louisiane. Ils ont besoin des autochtones pour assurer leur sécurité, leur approvisionnement et leur expansion. Les alliances entre les Français et les autochtones sont aussi motivées par des intérêts politiques et militaires. Les Français doivent faire face à la concurrence et à l'hostilité des Anglais et des Hollandais qui cherchent à s'emparer du commerce des fourrures et des territoires coloniaux. Ils doivent aussi faire face à la résistance et à l'agressivité de certains peuples autochtones comme les Iroquois qui sont soutenus par les Anglais et les Hollandais. Les Français s'allient donc avec les peuples autochtones qui leur sont favorables, comme les Hurons, les Algonquins, les Outaouais, les Montagnais et les Nipissing.
Ces peuples forment la Confédération des Trois Feux qui lutte contre les Iroquois et leurs alliés. Les alliances entre les Français et les autochtones sont aussi marquées par des échanges culturels et religieux. Les Français cherchent à convertir les autochtones au christianisme, comme les missionnaires qui établissent des missions et des écoles auprès des peuples autochtones. Certains de ces derniers finissent par se convertir au catholicisme, tandis que d'autres conservent leur spiritualité traditionnelle ou la combinent avec des éléments chrétiens. Les Français s'adaptent aussi au mode de vie des autochtones, comme les coureurs des bois, qui vivent dans les forêts et adoptent les pratiques de chasse, de pêche et de traite des autochtones. Les Français se marient parfois avec des Amérindiennes, créant ainsi des familles et des communautés métisses, Les guerres entre les Français et les autochtones éclatent au cours du XVIIIe siècle, lorsque les tensions et les conflits s'intensifient entre les puissances coloniales et les nations autochtones. Ces guerres sont souvent liées aux guerres européennes qui se répercutent sur le continent américain. Elles opposent la France et ses alliés autochtones à la Grande-Bretagne et ses propres alliés. Les guerres entre les Français et les Amérindiens sont aussi le résultat de la concurrence pour le contrôle des territoires et des ressources, qui s'accroît avec l'augmentation de la population et de la demande en fourrure. Les Français et leurs alliés doivent faire face à la pression et à l'invasion des colons anglais, qui cherchent à s'établir vers l'ouest et le sud. Ils doivent aussi faire face à la diminution et la disparition des animaux à fourrure, qui entraînent la raréfaction et la cherté des biens échangés. Les guerres entre les Français et les autochtones sont aussi marquées par la violence et la cruauté. Elles sont ponctuées de raids, de massacres, de prises d'otages et de tortures. Elles causent de nombreuses pertes humaines et matérielles, tant du côté des Français que des autochtones. Elles se terminent par la défaite de la France face à la Grande-Bretagne lors de la guerre de 7 ans de 1756 à 1763. Cette guerre se termine par le traité de Paris qui cède la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne. Les relations entre les autochtones et les nouveaux maîtres du territoire vont alors changer.